de pensée et ce mouvement a un rythme. Et comment changer le rythme pour mieux vivre, c'est une question très importante. C'est loin de mon propos d'aujourd'hui, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je peux revenir à cela. Mais peut-être c'est le problème que je suis par habitude, mais aussi par un désir de faire comprendre le propos d'aujourd'hui, ma propre courant de pensée de cette conférence, mais je peux diverger. Des catégories discursives. Et de la même façon que Dewey semble prôner une expérience esthétique en deçà des catégories discursives et donc du principe herméneutique, vous emmenez, vous, avec votre conception de soma esthétique, à une expérience du corps qui est spontanée, irréfléchie et qui est en deçà de l'interprétation. Mais là où je trouve qu'il y a un double jeu et une contradiction, cependant, c'est qu'à la fois Dewey et vous-même reconnaissez que le corps est toujours pris dans une inscription qui est médiatisée par des symboles, par des représentations. Donc, est-ce que l'expérience esthétique, finalement, elle est présentée ici comme étant ce qui est le fondement de l'expérience discursive, mais est-ce que c'est pas au contraire elle qui doit s'arracher de l'expérience discursive qui serait première et dans laquelle le corps serait pris? Et quelle possibilité on a de faire ça? Et est-ce que c'est vraiment pensable? Non, c'est une bonne question et c'est une question qui ouvre des pistes importantes. Et il y a un jeu dans le sens sérieux de jeu. Il y a un pluralisme chez moi et chez lui aussi. De spontané, irréfléchi, immédiat et médiation et réfléchi. C'est vrai, j'ai écrit un livre sous l'interprétation, mais conscience de corps prend aussi l'autre partie. Il faut avoir la spontanéité, mais il faut avoir la réflexion. Et ce n'est pas une contradiction, c'est une question des phases. Des phases. Et il y a une chose, et peut-être c'est le noyau le plus important. C'est l'idée, je ne sais pas comment exprimer en français. En anglais, je dirais mediated immediacy. C'est l'immédiateté médiée. C'est l'idée que il y a des expériences immédiates qui sont immédiates dans l'expérience, mais ils sont médiés par la formation, la préparation avant. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que je fais d'une manière irréfléchie, spontanée, sans y penser. Par exemple, parler anglais, faire beaucoup de choses de dextérité manuelle que je peux faire sans penser par mon mémoire musculaire. Mais cette immédiateté est basée sur une préparation, une formation, on peut dire même un dressage culturel. Et comme ça, j'éprouve des choses d'une manière immédiate qu'un autre devrait travailler beaucoup pour percevoir. C'est-à-dire, c'est la même chose maintenant en français. En français, je peux comprendre des phrases simples. Il y avait une fois où, pour comprendre le moindre des choses, je devais décoder. Écouter les mots, c'est la première chose pour comprendre une langue. Avec le tchèque, je n'arrive même pas à identifier et différencier les mots. Et donc,
Maintenant, c'était comme ça avec le français pour moi au début. Maintenant, j'arrive à des compréhensions immédiates, mais ces compréhensions immédiates, ils sont médiées par une formation. Et donc, il n'y a pas, il n'y a pas une contradiction, c'est une question de temps. C'est-à-dire, d'abord, on apprend d'une manière avec des moyens, et après, ça devient spontané. Pour la question de l'expérience esthétique, il y a plusieurs, comme j'ai dit, il y a plusieurs pistes très productives dans votre question. Qu'est-ce que c'est l'expérience esthétique? Et ici, Dewey, à mon avis, n'est pas très précise, n'est pas très claire. Pour cette raison, même si il est beaucoup plus intéressant et grand que moi, il y a des gens qui préfèrent me lire parce que cette idée de cette expérience immédiate et cette qualité immédiate sentie mais pas définissable et pas discursive et d'une certaine manière un des cas de la perception explicite définie. Dewey est très ambigu ici, mais en fait, si on l'interprète correctement, je pense, et il dit quelquefois, mais pas d'une manière claire, c'est seulement la germe ou la base de l'expérience esthétique. Ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est basé sur un article aussi publié en anglais, où je donne aussi cette critique à Dewey, parce que à la fois, il dit que c'est dans toute expérience, il y a, pour être une expérience, ça doit avoir cette qualité unifiante, mais quand même, il le fait le signe d'honneur d'une expérience esthétique privilégiée. Et donc, si ça relève de toute expérience, comment ça peut être le privilège d'une certaine forme d'expérience? Et en fait, il n'est pas très clair, mais quand on le lit, il a une ambiguïté dans son idée d'unité. Il y a deux niveaux. Il y a une unité simple de base, ce que moi je l'appelle unicité. C'est la plus simple unité qui rend une chose une et pas plurielle. C'est-à-dire on peut avoir une expérience de rupture, mais si c'est une expérience de rupture, pour Dewey, comme pour James, ça doit avoir un certain degré d'unité. C'est le degré minimum d'unité pour constituer une situation, mais même une situation pas unifiée. Et il ne fait pas la distinction avec cette unité de base et une unité beaucoup plus forte, qui est l'unité qu'il exige d'une expérience esthétique, qui appelle une expérience. Et dans son idée d'expérience esthétique, qui est une expérience, il n'y a pas uniquement cette unité de base, il y a aussi une unité plus forte où il y a aussi l'unité de conclusion et
d'achèvement. C'est-à-dire produire une expérience esthétique, c'est une expérience qui n'est pas uniquement unifiée et harmonieuse, mais qui arrive, et ça revient à la question de rythme, ça arrive à une expérience qui suit son rythme jusqu'à ça arrive à une culmination d'un tout, et pas simplement un arrêt. C'est-à-dire produire, on ne peut pas avoir une expérience esthétique d'un concert sans écouter la fin. Même si, ou même, on ne parle pas d'un concert, même une chanson ou pièce de musique à la radio, si on n'arrive pas à la fin, c'est pas achever l'expérience, c'est pas une unité dans le sens de doué. Et donc on ne peut pas avoir une expérience esthétique si on ne fit pas le livre. Il ne parle pas de ça, c'est une question bizarre, mais en fait, pour une expérience esthétique, ça doit arriver à sa fin. Et bon, il n'est pas clair vis-à-vis de ces distinctions. Et donc, c'est une critique de Dewey. Et vous voulez aussi conduire cette question à la somme esthétique. Et donc, pour la somme esthétique, je suis moins intéressant, je suis moins intéressé, je ne suis pas si exigeant que Dewey. À mon avis, Dewey souffre d'un goût esthétique un petit peu trop limité, un petit peu trop fixé sur les unités traditionnelles, les unités fortes, aussi peut-être son idéal démocratique, c'est plus communautaire que la mienne, mais c'est clair en esthétique. Il n'aime pas la fragmentation. Pour lui, la fragmentation, ça ne peut pas être une expérience esthétique. Son goût de l'art, il a écrit ce livre dans les années 30, mais Matisse, c'est l'artiste le plus progressiste qu'il considère. Et donc, il a un goût beaucoup plus conservateur que le mien. Et donc, pour moi, dans la somme esthétique, je ne cherche pas une carte monotone des expériences d'unité achevée. Pour moi, la somme esthétique n'est pas un outil pour arriver à ce qu'il dit une expérience. Oui? Pour lui, c'est une expérience de ces deux formes d'unité, l'unité de harmonie et continuité, mais aussi l'unité d'achèvement. Et pour moi, la somme esthétique peut être utilisée dans les situations de rupture, de douleur. C'est pour aiguiser notre compétence de percevoir. Et c'est percevoir d'une manière sans prise de conscience, mais aussi percevoir avec une prise de conscience réflexive. Et donc, je ne crois pas qu'il faut choisir
d'une manière absolue entre la spontanéité et la réflexion. Mon abord de base, c'est ce que j'appelle, c'est dans la deuxième édition de L'Art et ta vie en anglais. Je parle de disjonction inclusive. C'est comme ça on dit dans la logique, dans la langue française. Et vous savez, la disjonction, c'est comme ça. C'est O, O, soit, soit. Et donc, il y a deux formes de cet opérateur logique, inclusive et exclusive. Et inclusive, c'est comme on est dans l'avion et on vous demande si vous voulez du vin ou de l'eau. On peut avoir les deux. Et exclusive, c'est soit vin, soit l'eau. Mon orientation pluraliste, et je pense ici, je suis très proche de James, c'est d'essayer de maximiser les situations de disjonction inclusive. Et à mon avis, on peut valoriser le spontané dans certaines situations, en valorisant aussi le besoin de réflexion somatique dans d'autres situations. Et le travail, c'est le jeu entre ces deux outils qui sont nécessaires. Et j'aime bien parfois les expériences esthétiques douilliennes de achèvement avec des contours très ronds, sans des problématiques et des tensions. Mais je pense pour l'art, c'est bien aussi d'avoir des chocs, des ruptures, des fragmentations, des choses pas toujours agréables et jolies. C'est pas par hasard que j'ai écrit sur le rap. Parce que je trouvais que c'était plus intéressant et plus puissant que des mélodies harmonieuses, bien... c'est pas une expression française bien ronde. Et en japonais, marui, ça veut dire ronde, ça veut dire un petit peu mou. Je ne sais pas comment on dit en français, des expériences jolies, achevées, harmonieuses. Il y a quelqu'un qui dit lisse. Oui, mais c'est l'idée de marui, c'est rond, c'est simplement, il n'y a pas des rough edges. Edges, c'est des... les arêtes. Oui, exactement. Et dans d'autres questions. Moi, j'ai deux questions qui sont liées. Je voulais savoir d'abord quelle est la place chez Dewey et chez vous accordée au jugement dans l'expérience esthétique et plus particulièrement l'expérience artistique pour discriminer les différentes formes d'art et leurs valeurs respectives. Et je me demandais si en se centrant sur le corps, on n'excluait pas d'autres critères de jugement de l'expérience au risque de tomber dans un relativisme. Oui, non, dans un relativisme, à la fois sur la valeur des différentes formes d'art, d'expérience et plus largement de vie. Oui. Je pense que cette idée d'organiser les arts dans une hiérarchie, c'est une idée hegelienne, on sait. Hegel a cette hiérarchie qui commence avec l'architecture, ou dans un autre sens, l'art symbolique. Dewey a eu
un passé hegelien, mais dans ce livre, je pense qu'il est très loin d'une hiérarchie des arts, et moi aussi. Et si je parle du corps, dans mon travail, je ne privilège pas la danse. En fait, je n'écris jamais sur la danse en tant que danse théâtrale. L'idée de Dewey, et c'est aussi la mienne, c'est que le soma, parce que si je parle de corps, il y a une tendance tout de suite de dire, bon, il n'y a plus besoin de l'esprit. Mais si je parle de soma, c'est l'idée, le corps-esprit. Je pense que c'est important pour tous les arts, pour l'architecture et pour la peinture. Dans la peinture, bien sûr, l'architecture, c'est le sens de l'espace. L'espace, c'est la base de l'architecture. Mais qu'est-ce que définit l'espace? C'est le corps qui définit l'espace. C'est une chose que James dit très bien. Husserl aussi. Pour Husserl, c'est le nullpunkt. Pour James, le centre est ce qui définit les coordonnées. C'est à l'avant, derrière, là-haut, le bas, à droite, à gauche. C'est le corps qui définit l'espace. C'est le corps qui nous donne le sentiment de l'espace et de distance et de profondeur, parce que sans avoir la locomotion, on ne peut pas comprendre la perspective. Et même dans la peinture, il n'y a que 2 dimensions. Sans avoir l'expérience somatique, on ne comprend pas les valeurs tactiles d'une toile, on ne peut pas comprendre la profondeur d'une toile qui n'a que 2 dimensions. C'est nos expériences. On ne voit pas uniquement avec les yeux, mais même si on voyait avec les yeux, il y a les muscles des yeux qui sont engagés. Et si on voit l'art comme essentiellement lié à l'affectivité et aux émotions, il n'y a pas d'émotion sans leur expression somatique. Et donc, moi, je ne privilège pas les arts qui sont liés au corps. En fait, l'art sur lequel j'ai écrit le plus, c'est la littérature, qui pour Hegel était le plus loin du corps et donc le plus élevé. Donc je ne pense pas qu'un intérêt au corps. Et en fait, c'est important à dire parce que quand je parle de corps, j'essaie toujours de parler de soma, qui ce n'est pas le corps simple, mais je ne veux pas dire que si on travaille le corps, on peut résoudre tous les problèmes de la philosophie et de l'esthétique. Donc, je préfère être aussi pluraliste aussi. Mais si je tiens à souligner l'importance du corps, c'est parce que je pense que son rôle est beaucoup négligé et méprisé. Et si on n'en parle pas, ça va continuer. Et je pense que notre expérience souffre de ce rejet ou de cette ignorance ou oubli. Et pour cette raison aussi, pour moi, ce n'est pas assez d'en parler. En
fait, je préfère aussi de faire des ateliers. J'ai fait à Paris 1 en juin, je ferai en février à Lyon. Il y a des choses que c'est très difficile à transmettre par les simples mots. Et ce n'est pas de mysticisme, c'est de l'expérience quotidienne. Mais nous sommes cloués dans nos habitudes philosophiques. Et c'est bien de, je pense, souligner le corps parce que c'est à l'encontre de la plupart de nos habitudes. Donc, pas de danger de rejet d'autres arts à cause d'intérêt pour le corps. Je voudrais revenir sur la question du choc dans l'art. En particulier, je voudrais vous demander si vous pensez qu'il est possible de réintégrer, disons, l'art contemporain, surtout l'art visuel contemporain, qui au fil du temps disons, à accentuer, à souligner les aspects plus choquants et plus exagérés de l'expérience esthétique, si bien que si bien que une grande partie du public a vu l'art contemporain s'éloigner comme éloigné de sa propre expérience quotidienne. Et je voulais vous demander comment il pourrait être possible de réintégrer cet art du choc dans l'expérience commune du public. Oui, non, je comprends. Bon, il y aurait toujours des gens qui n'aiment pas ces expériences. Et à mon avis, c'est pas un grand problème parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'art plus conservateur. Il y a des gens qui préfèrent regarder le foot, par exemple, et s'ennuient de l'art en général, même si c'est des peintres classiques. C'est vrai qu'il y a une grande partie, un courant important dans l'art contemporain, travaille sur le corps d'une manière choquante, souvent brutale. Il y a une valeur, une certaine valeur pour ce choc, parce que ça fait partie de l'idée de l'art pour relever le défi, pour briser les clichés, même si parfois ça devient un cliché. Donc il y a une certaine logique. C'est une logique
qui, en fin de compte, à mon avis, viennent de cette idée du formalisme russe de Shklovsky, de défamiliarisation. C'est l'idée de choc.